On va aborder bien sûr l'aménagement du territoire. Ça, c'est fascinant parce que ça permet de voir que le territoire a profondément été marqué par l'empreinte du régime français qui a été balayé en 1760. Même le régime seigneurial a été aboli en 1854. Mais il demeure que partout autour de nous, les traces sont encore visibles. Partout sauf sur les autoroutes. Hein? Les autoroutes sont des lieux où on ne voit rien, où on fait disparaître le paysage. Mais lorsqu'on gratte, lorsqu'on sort un peu des autoroutes, lorsqu'on sort des échangeurs et des sorties, lorsqu'on élève un peu son regard et lorsqu'on regarde un peu, on constate que les autoroutes traversent en fin de compte des régions rurales particulièrement marquées par le régime seigneurial. Vous avez ici les villes, les municipalités où l'activité rurale est la plus importante encore aujourd'hui. En vert, seulement 10% du territoire est agricole, tandis qu'en rouge, plus de la moitié du territoire est consacré à l'agriculture. Alors, si vous prenez l'autoroute 20, là, celle que vous connaissez bien entre Montréal et Québec, vous allez traverser parmi le plus dense patrimoine agricole qui demeure encore au Québec en 2021. Ce territoire-là, il est marqué par le régime seigneurial. Encore aujourd'hui, vous voyez l'autoroute 40 qui traverse des terres agricoles. Grattons un petit peu, puis voyons à quel point ce paysage-là est toujours marqué par l'empreinte indélébile du régime seigneurial. Ici, c'est encore l'autoroute 40 qui traverse la rivière des Champeaux, mais vous voyez en dessous un aménagement rural qui, lui, a plus de 3 siècles d'existence. Voyez ici à Saint-André-de-Kamouraska l'aménagement traditionnel du régime seigneurial avec de longues bandes de terre qui partent toutes du fleuve. Vous savez tout ça depuis le secondaire. Ce que vous ignorez peut-être, c'est à quel point cet aménagement-là est encore très visible de nos jours. Ainsi, vous voyez ici derrière Lotbinière un aménagement qui est tout à fait semblable à celui qu'il était au 18e siècle. Et ce qui est très émouvant, c'est que ça a profondément marqué notre culture puis notre aménagement. Je suis allé chercher, par exemple, le tableau d'un peintre qui s'appelle Antoine Mousseau. Ce tableau-là est tout à fait remarquable parce qu'il permet un peu de rappeler combien ce paysage-là a profondément habité les Québécois depuis des siècles, au point qu'il a marqué l'expression artistique. J'en veux, par exemple, l'aménagement de ces vastes plaines là, qui caractérisent le régime seigneurial où on coupe tous les arbres, mais où on ne garde qu'une ligne de bois debout en arrière. Ça se retrouve également dans l'art québécois. Vous reconnaissez peut-être l'œuvre du peintre Jean-Paul Lemieux, qui peint ces personnages là, un petit peu spectrales dans les paysages hivernaux. C'est vraiment marqué par l'aménagement du régime seigneurial qui faisait en sorte qu'on coupait tous les arbres et qu'on se gardait une lisière d'arbres derrière. On le voit encore mieux ici, encore Jean-Paul Lemieux, et encore plus dans ce fameux Visiteur du soir, où on reconnaît en arrière une lisière d'arbres rappelant le paysage seigneurial. Ici, dans le Témiscouata, et là encore plus dans ce dernier paysage. Les paysages de Jean-Paul Lemieux me rappellent donc l'aménagement typique. Puis vous-même qui avez déjà roulé l'hiver, vous n'avez qu'à sortir de Montréal un peu et vous allez retrouver ces grandes nappes de neige qui recouvrent en somme le sol du territoire agricole en gardant une lisière d'arbres au fond. On va voir à quel point c'est un héritage du régime seigneurial. Ce paysage-là a jusqu'à marquer l'art abstrait. Paul-Émile Bordua présente ici ces fameux noirs là, qui ont marqué l'art, Étoile du Nord et ces autres tableaux où on reconnaît l'empreinte du territoire québécois, du paysage, le blanc neigeux et le noir marqué souvent par la lisière de la forêt au fond. On le voit dans bon nombre d'œuvres des plasticiens et des expressionnistes québécois dont le rôle est indéniable dans l'histoire de l'art. Alors revenons à l'aménagement du territoire le long du fleuve. Vous l'avez dans les infographies ainsi que dans le manuel. Cette carte est étonnante. OK? Chaque point représente, au moment de la conquête de 1760, chaque point dirige représente 50 personnes. Donc, ça nous permet de voir pratiquement maison par maison, ou à tout le moins hameau par hameau, où sont installés les gens. Alors, ces gens-là, ils sont rivés au fleuve, rivés. On n'est même pas à plus que 200 mètres du fleuve Saint-Laurent. Il n'y a personne au-delà de cette ligne le long du fleuve. Au sud de Québec, c'est particulièrement remarquable. C'est la même chose dès qu'on s'approche de Montréal. Comprenons-nous bien, il n'y a des gens que le long du fleuve. Exemple, aujourd'hui, on retrouve ici Drummondville. Ici, c'est Sherbrooke. Il y avait
personne. Les gens étaient rivés au fleuve parce que transport égale bateau, parce que les communications passaient essentiellement par l'eau et par ce fleuve Saint-Laurent qui faisait en sorte que la Nouvelle-France ressemble à une saucisse avec une ville à chaque bout. Il y a noté par ailleurs du monde partout, mais du monde à intervalles réguliers. C'est comme si à chaque kilomètre, on retrouvait un petit hameau, un groupe de maisons. Jamais de densité, à part Montréal, Trois-Rivières et Québec, il n'y a aucune ville. L'aménagement est plutôt régulier le long du fleuve. C'est par ailleurs ce qui a été voulu par le régime seigneurial, où on a fait en sorte de mettre du monde partout, mais jamais en grand nombre, afin d'occuper à la fois le territoire, d'assurer les communications entre les habitations, mais en même temps de permettre aux gens de pouvoir se voisiner, etc. Ça va profondément marquer le développement rural québécois. Si le fleuve Saint-Laurent est essentiellement aménagé, on remarque cependant qu'on commence à aménager quelques vallées à l'intérieur, le majestueux Richelieu, ici l'Assomption, ça vous dit peut-être quelque chose, en arrière de Repentigny jusqu'au village de l'Assomption, et accessoirement un petit peu de la Rivière-Batiscan et du Saint-Maurice. Pour le reste, personne. Cet aménagement-là, le long du fleuve, il fait en sorte que quand on approche notre loupe et qu'on regarde cette carte de l'île d'Orléans en 1640, on voit déjà, vous n'arrivez pas à le lire, hein, mais c'est le nom des habitants de la famille à qui on concède une terre. Alors, c'est vraiment inouï, là. On concède une terre toujours de 1 arpent de profond, de large. Un arpent, c'est l'équivalent, ma foi, d'un coin de rue. Donc, chaque habitant se voit concéder une petite terre. C'est le nom des concessionnaires qu'on marque. Vous avez déjà vu ce genre de carte-là. Je suis allé pour m'amuser ce matin chercher le Google Earth exactement du même endroit et regardez à quel point c'est transcendant. On voit que depuis le régime seigneurial, même si depuis ce temps-là des siècles se sont passés et qu'on est passé d'un mode de vie agricole à un mode de vie industriel, que le régime seigneurial était aboli, les gens ont communément conservé les divisions des terres qui remontent au 17e siècle. C'est inouï, donc ça montre la perdurance de ce mode de division des terres jusqu'à nos jours. Vous notez aussi les taches sombres à l'intérieur, qui sont la fameuse ligne d'arbres qu'on gardait au fond des terres. De la même manière, le long de la rivière Batiscan, on aménage des terres sur le même mode en marquant le nom du censitaire qui est installé là. Ben voilà, qu'est-ce qu'a l'air aujourd'hui la rivière Batiscan. Il y a l'autoroute 40 qui passe au travers, mais pour le reste, c'est l'aménagement qui remonte tel quel au 17e siècle. L'île aux Coudes redige au sud de la Malbaie, donc dans Charlevoix. Vous voyez le nom des familles qui sont installées, toujours ces fameuses bandes de terre étroites pour donner accès au fleuve et qui s'éloignent vers l'intérieur à une profondeur indéterminée. Là, c'est plutôt flou parce que les gens étaient vraiment rivés. La maison faisait face au fleuve et on aménageait progressivement vers l'intérieur. Ben voilà l'île aux Coudes ce matin. Toujours aménagé avec ces grandes bandes de terre et toujours avec une lisière de bois vers l'intérieur. Donc, rappelons ce modèle-là. Là, on est encore plus macroscopique. On voit même les maisons installées par les habitants. Avec ici peut-être un noyau villageois qui est en train de se dessiner, mais la caractéristique essentielle du régime seigneurial, c'est qu'il y a du monde partout. Pour vous, c'est normal, vous avez vu ce système-là dans le monde rural québécois depuis longtemps, mais c'est assez unique. En Europe ou aux États-Unis, les habitants vivent généralement dans des villages et le matin, ils vont au champ. C'est normal, ils vivent la nuit avec leurs semblables au milieu du village. Ils vont prendre un pot au bistrot, puis c'est le matin qu'ils vont au champ. Mais au Québec, historiquement, les habitants vivent avec leurs patates, avec leurs cochons. Excuse de le dire ainsi, mais c'est tout à fait remarquable et unique. Peut-être que vous n'en êtes jamais rendu compte que ici, les fermes sont installées, les maisons d'habitation donc sont installées directement sur les terres des habitants, faisant en sorte que il n'y a pas le monde rural n'a pas de village au début. Les gens vivent de manière assez autonome et autosuffisante dans leur maison au bout d'une terre et ça va prendre du temps avant qu'il y ait suffisamment de densité pour qu'on puisse aménager des villages. Peu importe, dès que la rive est occupée en entier, on trace une ligne ou une montée ou une côte qui s'éloigne vers l'intérieur où on va aménager un premier rang. Et c'est ainsi de suite que la vallée de Saint-Laurent va se peupler du fleuve Saint-Laurent vers l'intérieur en gardant toujours sa caractéristique, c'est-à-dire de longues bandes de terre qui s'enfoncent progressivement vers l'intérieur des terres. Ce régime-là, on le retrouve partout. Ici, on est à Lotbinière, vue aérienne encore aujourd'hui. On a le village de Lotbinière qui est en haut avec le village de Leclercville. Et regardez, on a aménagé un chemin. Chemin, par définition, c'est une route qui longe le fleuve.
qui longent la voie navigable. Et quand c'est entièrement occupé, on a tracé des montées qui permettent à leur tour d'accéder à d'autres rangs. Un rang, c'est littéralement une route qui longe le chemin, qui est parallèle et qui fait en sorte que progressivement, on s'éloigne vers l'intérieur. De la même manière, ici, on est dans une région qui n'a même jamais connu le régime seigneurial, là, dans la région de Saint-Jacques-de-Montcalm, c'est dans l'Anaudière. Vous voyez l'aménagement des terres qui est quand même, qui respecte le canevas seigneurial. Et je suis allé voir l'aménagement en 1854. Regardez ça à quel point c'est incroyable. Les terres sont exactement là où elles étaient il y a un siècle et demi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'habitants. La plupart de ces gens-là, leurs familles sont parties en ville, c'est disparu. Et si vous allez à la campagne aujourd'hui, les fermes ne sont plus collées, là. Elles sont à 1 kilomètre de distance. C'est parce qu'il y a eu l'exode rural entre-temps. Mais les terres, elles, le contour des terres est demeuré le même. De fil en aiguille, les habitants ont acheté leurs voisins, mais ont conservé la division des terres initiales. Depuis tantôt, je vous parle d'un arpent, ça a l'air de quoi? Alors, vous connaissez mieux une patinoire de hockey de la Ligue nationale, et je comparerais donc les distances, la mesure des superficies à l'époque du régime seigneurial avec une patinoire régulière de la Ligue nationale. Ça a l'air de ça. On reconnaît au Québec 3 modes de division des terres. Le plus ancien et le plus important, c'est l'arpent. L'arpent, c'est une vieille mesure qui date de la Nouvelle-France et qui, d'ailleurs, n'est plus utilisée nulle part ailleurs qu'au Québec aujourd'hui. Elle correspond grosso modo à une patinoire de hockey. Ça fait en gros, donc, 58 mètres par 58 mètres, à peu près une patinoire de hockey. Les Britanniques, quand ils arrivent, ils installent le système des acres, que vous connaissez aussi au moins de mots, et qui est légèrement plus grand qu'un arpent. Mais c'est le système qu'on va utiliser dans les cantons de l'Est. Aujourd'hui, c'est le système métrique et on parle d'hectares, ce qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire 100 mètres par 100 mètres, et qui est un système qu'on trouve très, très peu au Québec. Donc, vous voyez un peu de quoi ça a l'air un arpent. Chaque habitant se voyait concéder l'équivalent d'un arpent de front, c'est-à-dire un peu l'équivalent d'une patinoire de hockey. À chaque patinoire de hockey, on concédait une nouvelle terre à un voisin. En revanche, on concédait plusieurs de profondeur, 30 en général. Les fameux 30 arpents, c'était la valeur de base qu'on attribuait à un habitant. Encore aujourd'hui, la mesure d'un arpent est présente un peu partout dans notre toponymie, dans notre paysage québécois. Je suis très près de vous, là. Je ne sais pas si vous reconnaissez le coin. Ça, c'est le parc La Fontaine. Ça, c'est la rue Sherbrooke. Ça, c'est la rue Saint-Denis. Le cégep du Vieux-Montréal est ici. Alors, je vous le signale, je vais vous le rappeler lors de la visite dans le Vieux-Montréal, tout au sud de la rue Sherbrooke, ça a toujours été un bourg, c'est un aménagement urbain. Mais au nord de la rue Sherbrooke, ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau Mont-Royal, était autrefois une terre agricole. Et cette terre agricole était tout naturellement découpée en arpents. Alors, vous avez remarqué que la forme des coins de rue emprunte encore la forme de terre allongée. Effectivement, si vous marchez sur la rue Saint-Denis, vous montez, vous constaterez que les rues sont assez éloignées l'une de l'autre. C'est la rue Sherbrooke, puis la rue Chérier, puis la rue Duluth, puis la rue Rachel. Il faut marcher longtemps. Mais dès que vous tournez à droite, par exemple, vous allez voir que les rues sont très collées, là. Châteaubriand, Berry, Rivard, Saint-Hubert. Pourquoi? Parce que le plateau Mont-Royal a été divisé en arpents. Et oui, lorsqu'on a bâti des coins de rue, les rues du plateau Mont-Royal au début du 20e siècle, on a repris le canevas agricole des arpents. Ce qui vous donne une idée. En d'autres mots, un arpent, c'est quoi? C'est une patinoire de hockey ou un coin de rue du plateau Mont-Royal. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez le rang de la deuxième concession à Napierville. Ce qu'on voit, bien sûr, c'est, non, je rigole à peine, là, c'est une photo qui date de 1961. La plupart de ces maisons-là ont disparu. C'est-à-dire que le voisin ici a sans doute acheté, lui, il est parti aux États-Unis, lui, il s'est installé en ville, la ferme a disparu. Et désormais, là où il y avait 5, 10, 15 fermes auparavant, aujourd'hui, dans le monde rural québécois, on ne retrouve qu'une grosse ferme avec des gros silos, là, vous voyez ce que je veux dire. Mais néanmoins, lui, le gros habitant qui va rester en achetant la terre de ses voisins, va conserver en général la division des terres, la terre de un arpent de front. C'est pour ça que quand vous êtes sur une route québécoise, vous voyez à gauche, il y a un fossé avec des petits fossés. Le champ change souvent. Il n'y a pas toujours une maison en avant, beaucoup s'en faut. Mais en revanche, on a conservé généralement les divisions, notamment parce qu'il y avait des fossés. L'habitude s'est prise de cultiver un champ, aujourd'hui, je ne sais pas, en avoine, celui-là, en maïs, celui-là, ou en luzerne, celui-là, mais même si la maison a disparu.
Je ne sais pas si vous connaissez Contrecoeur, entre Contrecoeur et Saint-Antoine. Il y a il y a un rang qui s'appelle le rang de la Pomme d'Or. Et donc, on voit encore aujourd'hui, en 2020, une vue aérienne, les terres telles qu'elles étaient aménagées. Aujourd'hui, la ferme qui est là a fait maintenant 6 arpents de front. C'est-à-dire que c'était sans doute 6 habitants qui ont été achetés par un seul. De la même manière, ici, une ferme qui fait 3 arpents de front. Mais néanmoins, on voit encore que le schéma tel qu'il existait à la fin du régime français est toujours respecté au Québec. D'ailleurs, on est tout près de là. On est entre Contrecoeur ici, Saint-Ours là et Saint-Hyacinthe ici. On voit les routes qui jalonnaient la Nouvelle-France, en tout cas, à tout le moins cette région-là, à la fin des années 1600. Ben, j'ai pris cette carte-là et je l'ai mis sur le Google actuel et ça donne ceci. Les routes sont encore les mêmes. C'est-à-dire que, outre les autoroutes, bien sûr, lorsque vous voyagez au Québec, sur de vieilles routes rurales, en général, ces routes-là existaient déjà à l'époque du régime seigneurial. Ici, je suis sur la rive sud, un Google. Vous voyez très, très bien, je n'ai pas besoin de mettre de détails, qu'à partir du fleuve Saint-Laurent, ici, Varennes, Verchères, Contrecoeur, on s'éloigne, ici, c'est l'autoroute 30. Vous voyez les terres telles qu'elles étaient divisées. Vous voyez aussi les taches vertes. Ça, c'est la terre, le bois qu'on gardait à l'arrière de chaque concession. Le bois est essentiel. On ne coupait jamais tous les arbres. On en gardait pour le bois de chauffage, pour la construction, parce que la maison devait être refaite à peu près aux 50-60 ans, là, à cause que c'était du bois mal isolé, etc. Ça pourrissait. On gardait aussi le bois pour les sucreries, là, le sucre d'érable. Il y avait toujours une petite cabane à sucre qui traînait dans le fond. Bref, les lignes vertes servent un peu à désigner la fin des concessions. J'ai mis là-dessus, j'ai greffé les seigneuries qui étaient attribuées. Ces seigneuries-là jouent un rôle crucial. Il y en avait à peu près 150 à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent. Et j'ai mis aussi les rangs. Regardez les rangs maintenant, qu'on peut les dessiner. On avait le chemin qui longeait le fleuve, le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 3. Puis à partir de là, cependant, le peuplement se faisait à partir de la vallée du Richelieu. C'est ainsi que les colons ont commencé à remonter le Richelieu et à partir du Richelieu, on a fondé de nouveaux rangs vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils se touchent. Et quand ils se touchaient, ben là, on se tournait vers l'intérieur, vers les cantons de l'Est, et c'est ainsi que le front pionnier avançait. On remarque par exemple que les noms de famille des gens qui habitaient autrefois Varennes ou Verchères se retrouvent aujourd'hui à Saint-Marc, Saint-Denis et jusqu'à Saint-Hyacinthe, parce que les gens qui peuplent Saint-Hyacinthe, qui peuplent Saint-Césaire, Sainte-Pie, viennent pratiquement tous de la rive sud, où ils se sont éloignés au fil des siècles vers l'intérieur, jusqu'à peupler les vallées de l'intérieur. On prend quelques notes ici à propos du rôle du régime seigneurial. Première chose, c'est du fleuve vers l'intérieur. D'ailleurs, ça va aller très loin. On peut dire même jusqu'à dans le fin fond de la Naudière, jusqu'à Saint-Gabriel-de-Brandon, jusqu'à Saint-Étienne-des-Grès, on garde toujours la perpendiculaire par rapport au fleuve. Les routes, les chemins, les rangs ont tendance à rentrer à l'intérieur à partir du fleuve. Le fleuve, comme on l'a vu, d'où tout est parti. C'est un régime qui est relativement égalitaire, c'est-à-dire chaque censitaire, chaque habitant, se voyait attribuer par défaut une terre de 30 arpents. C'était le minimum, là. Il pouvait s'en faire concéder 60, là, mais c'était toujours un arpent de front supplémentaire qu'on ajoutait. Ensuite, quand il avait des enfants, des garçons qui voulaient s'installer, on lui concédait à son tour 30 arpents. Donc, ça fait en sorte qu'il y avait un minimum vital pour chaque famille de Nouvelle-France. C'était relativement égalitaire. Je dis bien relativement. Parce qu'à la même époque, aux États-Unis ou en Europe, les terres étaient beaucoup plus concentrées. Il y avait des millions de paysans très, très pauvres et quelques grands propriétaires fonciers. Rien de tel en Nouvelle-France. Vous allez me dire, il y a bel et bien les seigneurs. Oui, mais les seigneurs ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent avec leurs terres. Ils sont forcés de les concéder à des habitants contre qui ils reçoivent du sens, comme vous l'avez appris au secondaire. On distingue deux types d'aménagement. Un jardin où on cultive des fines herbes pour l'essentiel, mais aussi des fruits, quelques légumes potagers, notamment le fameux navet, jusqu'à temps qu'émerge la fameuse patate. Et de l'autre, les grandes cultures, notamment le blé, qu'on cultive pratiquement jusqu'au 19e siècle. Le blé, essentiellement, dont on tire le pain, mais qui finalement va être abandonné avec l'avoine au profit d'autres cultures plus nourricières, donc notamment la pomme de terre et les plantes fourragères pour nourrir les animaux. On garde toujours une ligne d'arbres en arrière pour le bois de chauffage, la construction et les sucres, comme je viens de le mentionner.
Enfin, de manière générale, l'habitant vit bien en Nouvelle-France, c'est-à-dire qu'il profite d'un loyer très peu élevé, il n'a pas à payer pour sa terre, en autant qu'il paye son seigneur de temps en temps. Et ce qui est incroyable, à cause que l'argent disparaît, il n'y a pas beaucoup de monnaie en Nouvelle-France, rappelez-vous la monnaie de carte et compagnie, on prend l'habitude de payer en nature, c'est-à-dire carrément payer avec des produits agricoles. Alors les seigneurs ont beau être puissants et respectés, ils sont quand même payés en patates, en navets, puis en morceaux de cochon. C'est vous dire combien le capitalisme, entre guillemets, va prendre du temps à se développer dans ce milieu-là. Et ça énerve en particulier les Britanniques, là, qui voient que ce système-là empêche le développement de la spéculation, de l'enrichissement, et surtout, il empêche les grands propriétaires de pouvoir vraiment tirer profit de leur terre en la vendant, en la consacrant à l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit les mines, la forêt ou le poisson. Alors parlons-en de cette conquête britannique de 1760, qu'on verra la semaine prochaine davantage sous l'angle politique et social, là, mais qui, pour l'instant, a de conséquences géographiques importantes. Bon, rappelons, vous l'avez tous vu à l'école, que les Britanniques vont préserver le régime seigneurial, notamment parce qu'ils trouvent au sein des seigneurs et des curés des solides alliés dans leur œuvre de conquête. D'autre part, ils vont circonscrire le phénomène français à la vallée du Saint-Laurent, là où il était confiné à la fin du régime français, ils comptent bien, en revanche, encercler cette zone-là, un tout nouvel aménagement en canton ou townships, qui est un type de gestion de la terre complètement différent. Ces cantons-là, on les associe bien sûr intimement à l'Estrie encore aujourd'hui, mais des cantons, les Britanniques en installent un peu partout. Un peu partout d'ailleurs où, au Québec, on retrouve des noms de lieux anglophones. Qu'on pense par exemple à l'Outaouais, là, des places comme Aylmer, Buckingham, Hull, qui sont aujourd'hui francophones, mais qui portent des noms anglais. Au nord, dans les Laurentides, là, des places comme, je ne sais pas moi, Howard, Ware, Saint-Alphe d'Howard, ou bien à Cranberry. Dans l'anneau d'hier, je suis sûr que les noms de Rawdon ou de Chertsey vous disent quelque chose. Au nord de Québec, Stoneham. Même au Saguenay, on aménage des cantons du nom de Bagot, par exemple. C'est encore plus simple, plus facile en Gaspésie. Des places comme Chandler, Carleton, New Carlisle sont d'abord des noms de cantons où les Britanniques comptaient installer des anglophones afin de circonscrire en attendant de conquérir une majorité sur les francophones. Mais c'est surtout dans les cantons de l'Est où on aménage la plupart des cantons. Les cantons, on en aménage 150 dans la seule région des Bois-Francs et de l'Estrie actuelle. Cette région-là, qui était l'avenir du Québec à l'époque, désignée comme une zone privilégiée, tampon aussi entre la Nouvelle-France et les colonies britanniques, faisant en sorte que les Britanniques avaient apporté un grand soin à occuper cette zone-là. On le voit d'ailleurs sur les cartes de l'époque que l'aménagement est différent. Cette belle carte de Joseph Bouchette de 1815 nous permet de voir que vers le fleuve, l'aménagement continue à être selon le régime seigneurial, mais que désormais, on aménage les terres selon un tout nouveau découpage. Jusqu'à Saint-Hyacinthe, en fait, jusqu'à Bagot, Saint-Paul-d'Abbotsford, les terres sont divisées selon la teneur seigneuriale. Mais en revanche, à partir de Granby, de Roxton, des places qui vous disent quelque chose, c'est un aménagement en damier auquel on assiste, où les terres ne sont plus concédées contre un loyer, mais bel et bien vendues à des colons, des immigrants britanniques. On le voit encore même au niveau géographique, là. Ça, c'est le tracé de l'autoroute 20 dans le coin de Saint-Hyacinthe. Et si vous passez cette ligne-là, que vous voyez encore avec Google, là, vous voyez, c'est plus vert. Il y a davantage de verdure. C'est le début des cantons de l'Est. Donc, davantage de verdure, je m'en explique dans un instant. Si les vues aériennes des cantons de l'Est sont complètement différentes de celles de la vallée du Saint-Laurent découpée selon la teneur seigneuriale. Il y a plus de verdure, les hameaux sont davantage dispersés, l'aménagement des terres est davantage en carré. Et notez-le aussi, il n'y a pas une ferme par terre, là. Il y a bel et bien un village, ici le petit village de Mansonville, mais chaque terre n'est pas occupée par une ferme là, comme dans le régime seigneurial. On le voit aussi à Saint-Armand, ici, les terres sont en carré et notez, les habitants vivent au village, autour de l'église, et vont le matin au champ, comme on le fait en Europe ou aux États-Unis. Ici à Odelltown, au sud de la Colle. Donc, le système en canton, c'est des terres vendues. Et qu'est-ce qui explique que le peuplement soit si peu dense? C'est parce qu'on va y pratiquer la spéculation. Bon, vous allez peut-être avoir du mal à comprendre. Je vous présente en termes simples.
Si on considère ici un canton c'est 10 000 par 10 000, c'est-à-dire à peu près 15 km par 15 km, qu'on divise en damiers destinés à être vendus chacun à quelqu'un de différent. Il y a des réserves du clergé, de la couronne, mais ne rentrons pas dans les détails. Donc, une fois vendus ces terres, à qui va-t-on les vendre? Bon, la question ne se pose pas, c'est à des immigrants britanniques qu'on souhaite installer au Québec. Mais quelle terre va-t-on vendre? Alors, la spéculation consiste, admettons que Montréal est ici, à ne pas vendre la terre qui est là, parce qu'elle est plus convoitée, mais bel et bien en premier à vendre les plus éloignés. On va vendre d'abord celle-ci, puis celle-là, et peut-être celle-ci, et ainsi de suite. Mais dans quel but? Dans le but que les colons qui s'installent là, les poissons qui se sont fait avoir, installent des infrastructures et surtout aménagent des routes qui les relient avec la civilisation. Si quelqu'un s'installe ici, installe là, il va rester isolé. Alors, il aménage des routes, il construit des chemins, il met des barrages, il coupe des arbres. Bref, il aménage le territoire, le met en valeur. Et lorsque ce territoire-là est mis en valeur, là, le spéculateur vend les terres plus accessibles, mais beaucoup plus chères. Ça fait en sorte que les cantons de l'Est vont se développer un peu par petits foyers, petits hameaux, mais ils manquent de densité, et c'est ça qu'on voit encore au niveau géographique. D'ailleurs, les colons britanniques ne sont pas au rendez-vous. La Grande-Bretagne ne réussira pas à peupler le Québec d'anglophones, notamment parce que les anglophones se laissent tirer l'oreille. Cette très belle caricature parue dans le magazine britannique Punch en 1855 montre un Canadien français. Et oui, ça c'est un Canadien français qui accueille John Bull, un colon britannique, là, un équivalent d'un personnage rigolo. Là. Et il y a plein de jokes qui l'accueillent. Si tu viens au Québec, pas de problème, on a des appartements à louer, c'est-à-dire un bloc de glace avec un ours dedans. Il y a du bois pour construire, mais oui, des broussailles. Ici, il y a de la très bonne terre en neige. Et ici, il y a de la très bonne terre, mais seulement 900 pieds sous la neige. Bref, les clichés du Québec, bonsoir. Et là, vous avez l'immigrant qui s'est fait avoir par de la propagande. Et en fait, les Britanniques ne viennent pas au Québec. Il y a bel et bien quelques marchands qui s'installent, quelques centaines de marchands qui s'installent à Montréal et Québec pour s'emparer du commerce des fourrures. Mais à part les loyalistes, tout est partout, 2000 colons qui s'installent pour l'essentiel dans le Haut-Richelieu. La plupart des colons qui débarquent dans le port de Québec entre 1810 et 1860 souhaitent surtout en fait se diriger vers le Haut-Canada et surtout vers les États-Unis. Ils passent par Québec parce que le billet de bateau est moins cher, mais dans les faits, une fois qu'ils sont arrivés à Québec, qui ont accessoirement survécu au choléra, la plupart vont s'installer un temps à Montréal, là, dans le sud-ouest, autour de Griffintown, Pointe-Saint-Charles, mais bon nombre, notamment les Irlandais, vont continuer leur route jusqu'aux États-Unis, faisant en sorte que le peuplement des townships ne se fera pas avec les anglophones, faisant en sorte, en somme, que cet aménagement-là, après avoir fait l'objet d'une colonisation anglophone, va être ensuite reconquis par des francophones. Je vous propose là-dessus une petite capsule que j'ai préparée pour vous. Bonjour! Suite à la conquête de 1760, les cantons de l'Est, The Eastern Townships, apparaissent un territoire très prometteur aux îles de la Grande-Bretagne qui souhaitent y établir des colons britanniques afin d'angliciser le Québec et de le soustraire à l'influence américaine. Vers 1800, 2000 loyalistes s'établissent dans Stanbridge et Sutton, où ils fondent Philipsburg et Frelichburg, poussant jusqu'à Brome et Potton. 10 ans plus tard, 5000 Américains en quête de terre entrent au Bas-Canada par le lac Memphremagog et la rivière Missisquoi. Ils fondent des communautés Yankee à Dunham, Stansted, Coaticook et Cookshire. En 1814, l'armée britannique concède à des vétérans des terres le long de la rivière Saint-François. Ils fondent Richmond, Sherbrooke et Drummondville. En 1810, on met en chantier les chemins Craig et Gosford, qui visent à relier Québec à Sherbrooke. Les Irlandais et les Écossais qui débarquent alors par milliers dans le port de Québec se voient offrir des terres isolées au cœur des Appalaches, à Leeds, Inverness et Irlande. À compter de 1850, les francophones envahissent littéralement la région. D'abord des fricheurs puis ouvriers, fondant des villes et acquérant les riches terres de l'Estrie. En 1850, ils ne sont encore que 18 000 face à 60 000 anglophones. En 1900, ils sont désormais 100 000 face à seulement 65 000 anglophones. Les premiers francophones des cantons viennent de Nicolet, Bécancour et Baie-du-Fèvre. Ils seront le fer de lance de la grande offensive francophone. Leur progression suit l'industrie du bois qui s'attaque alors au bois franc vers 1860. De bûcherons, ils deviennent agriculteurs autour de Plessisville et Princeville. Devenus ouvriers, ils s'installent à Victoriaville, Drummondville et Asbestos. Ceux de la plaine de Montréal contribuent aussi à l'invasion de l'Estrie. Partis de Saint-Césaire et de Saint-Hyacinthe, ces agriculteurs aguerris s'installent en plein pays loyaliste.
à Waterloo, Roxton, Acton Vale et Valcourt. L'essor de l'industrie à Magog, à Granby et Sherbrooke accélère encore cet afflux. À compter de 1880, des Beaucerons remontent la rivière Chaudière jusqu'au lac Mégantic. Ils colonisent ainsi une région quasi déserte le long de la frontière américaine. La forêt, les mines et l'industrie offrent alors des emplois aux francophones à Coleraine, Thetford et East Angus. Finalement, à compter de 1870, les anglophones quittent l'Estrie. On les retrouve à Montréal, dans le sud de l'Ontario et sur des terres plus vastes et moins chères de l'Ouest canadien. En 1900, les francophones ont remporté la bataille de l'Estrie et dominent désormais la région au plan économique et politique. Seuls les noms des villages sont demeurés anglais. En 2011, les anglophones y représentent plus que 6,6% de la population, soit sous la moyenne québécoise. Alors, on se résume à propos de la conquête britannique de 1760. Les francophones sont tolérés, ils restent sur place, mais ils demeurent coincés dans une forme de réserve, comme les Britanniques en installent dans d'autres colonies à l'époque, destinées aux populations aborigènes, une réserve le long du fleuve, qui demeure soumis à la tenue seigneuriale, à l'influence du clergé, et où le français demeure la langue dominante. Mais en revanche, ils vont aménager des cantons de 15 km par 15 km un peu partout en périphérie, notamment en Estrie actuelle, qui sont destinés à être vendus à des colons anglais. Mais c'est un échec. Les Anglais soit n'y viennent pas, soit restent maximum 2 générations, puis quittent. Ils quittent vers 1880, 1890, notamment, comme on disait, vers les États-Unis, vers Montréal et vers l'Ontario. On va citer en revanche à une vaste reconquête par des francophones. C'est rare qu'on parle de victoire des francophones, là. C'en est bel et bien une. Les francophones venus de la vallée du Saint-Laurent vont littéralement envahir l'Estrie. Un historien anglophone de l'époque disait « They are making babies like rats ». Ils font des bébés comme des rats, pour décrire cette reconquête francophone, mais qui fut pourtant pacifique, faite avec des moyens démocratiques, afin que les francophones puissent renverser la balance démographique. Aujourd'hui, les cantons de l'Est et l'Estrie en général constituent une région massivement francophone, prospère, une véritable reconquête par les francophones en Amérique du Nord.